Nous nous demandons aussi si la terre d'Haïti sera capable de nourrir encore longtemps son lourd fardeau humain. J'aperçois au loin une fumée s'élevant de palétuvier que l'on transforme en charbon de bois. C'est absolument interdit, mais c'est assez courant. Comment les Haïtiens survivent-ils dans ce pays où les ressources naturelles s'amenuisent? En mer, c'est la Calypso. À terre, c'est une deuxième équipe que j'envoie pour tenter de répondre à cette angoissante question. Nous visitons village après village. La majorité des Haïtiens mènent une vie précaire et primitive. Nourrir des familles qui ne cessent de grandir, c'est une odyssée. Et trouver du combustible pour faire cuire les aliments ne fait que compliquer leurs problèmes. Quand Colomb débarqua, une jungle d'arbres de haute futée couvrait 80% d'Haïti. Aujourd'hui, la forêt n'en couvre plus que 9%. Certains arbres sont abattus pour laisser place à la culture, mais la majeure partie est destinée à la production de charbon de bois. Ne disposant ni de pétrole ni d'assez d'électricité, la plupart des Haïtiens n'ont que le charbon de bois comme combustible, bien qu'ils soient conscients que leurs fours à charbon sont en train de décimer les derniers arbres de l'île. Un charbonnier explique à Belfond qu'il n'a pas d'autre moyen de gagner sa vie. Nous luttons contre la famine, dit-il. Il nous faut acheter du poisson pour nourrir nos enfants. Si nous ne produisons pas de charbon, nous ne mangeons pas. Que pouvons-nous faire? Le résultat est un cauchemar écologique. Privés d'arbres, les collines au sol raviné par les pluies se transforment en désert. Nos montagnes montrent leurs eaux, disent les Haïtiens. S'il y a un autre changement à vivre. S'il y avait un autre moyen de survivre, dit-il, nous pourrions arrêter la production de charbon, mais nous devons continuer. Le charbon, c'est toute la différence entre la vie et la mort. Ainsi, dans les coins reculés de l'île, les derniers arbres sont réduits en tisons, empaquetés et transportés par voilier jusqu'au marché des villes. Transformant des boîtes de conserve en guitare, les Haïtiens, face à un univers qui se désintègre, continuent à se tourner vers leur Dieu et leur chant. On estime que 70% de l'énergie totale consommée à Haïti est produite par le charbon de bois. Alors que cette ressource disparaît, le programme de reboisement tourne à l'échec. Le bois est si précieux que les plants mis en terre le jour sont souvent volés la nuit même. Comme les réserves de bois s'épuisent, les constructeurs de bateaux et les charpentiers doivent aller chercher plus loin leurs matériaux. L'équipe Cousteau s'arrête pour demander à l'un d'eux où il va chercher son bois. Mais comment tu as fait pas du bois ici? Il n'y en a plus ici, dit-il. Nous devons aller ailleurs. Ce bois vient du sud. L'équipe lui demande ce qu'il compte faire lorsqu'il n'y aura plus de bois. Oh, dit-il, Dieu y pourvoira. Découvrons un hallier destiné à être carbonisé. Albert Falco demande ce qui arrivera quand ils auront coupé tous les arbres. Quand il n'y aura plus d'arbres. Comme vous avez dit, la fin du monde. Ce sera peut-être la fin du monde, dit-il. Là où il n'y a plus d'arbres, la terre est ruinée. Les fermiers fuient massivement la campagne pour trouver pitance dans les villes, surchargeant encore les systèmes urbains.
La population de Port-au-Prince augmente de 11% par an. Si la nourriture est rare, ici, l'eau est un trésor. Seulement un Haïtien sur 5 a accès à l'eau potable. Beaucoup doivent se contenter des eaux usées des égouts de la ville. Pour les Haïtiens, la magie disparaît avec l'eau. L'eau est l'élément primordial du culte vaudou, dit le prêtre. Spirituellement, nous pouvons nous passer de tout, sauf de l'eau. Il n'y a pas de situation qui ne révèle le désespoir d'Haïti d'une façon aussi poignante que celle-ci. Chaque matin, 2 heures avant l'aube, une foule se presse à Port-au-Prince pour obtenir une petite ration d'eau potable que la ville dispense avec parcimonie. Ceux qui ne peuvent en avoir se contentent de ce qu'ils trouvent. Quelle ironie! Haïti est doté d'un climat tropical et l'eau y abonde. Mais sans arbres pour fixer la terre et mettre l'eau des pluies en réserve, les torrents d'eau dévalent les pentes, lessivent le sol, emportant au loin tout espoir de survie. La prochaine génération héritera d'un désert stérile et inutilisable. La terre, qui pourrait nourrir les enfants haïtiens, perd son sang dans la mer, où les sédiments étouffent les créatures qui pourraient aussi subvenir aux enfants de Haïti. Aux embouchures des rivières, habituellement des zones de fécondité, mes camarades ne trouvent le plus souvent que des récifs morts, étouffés par la boue. Pour se nourrir, les Haïtiens ont coupé les arbres dont ils ont besoin pour préserver le sol, dont ils ont besoin pour se nourrir. Et chaque année, plus de gens partagent moins de ressources. Le sillage de la Calypso ressemble à un sillon dans la boue. Et nous naviguons dans une mer d'occasions perdues. Dans ce pays presque entièrement dévasté, il reste encore une petite parcelle de ce qui fut le paradis d'antan. Dans la péninsule sud, vierge de route, le village de Baradère reste à l'abri du Haïti moderne et de ses misères. Après des semaines d'un spectacle poignant, je me retrouve émerveillé par le bonheur ensoleillé, la santé, les beaux visages de Baradère. Le village est plein de cette joie de vivre communicative qui émane du peuple haïtien. Je me souviens des mots d'un jeune écrivain de Port-au-Prince. Haïti se retrouve dans la gaieté des lavandières, riant sur les bords des ruisseaux de campagne. Alors que nous nous dirigeons vers la Calypso pour reprendre la mer, nous traversons un Haïti tel qu'il a autrefois existé et qui pourrait encore l'être. Mais au-dessus de nous, Bob Brandbeck, en hélicoptère, aperçoit des signes de mauvais augure. Même ici, dans cette dernière oasis d'Haïti, voici les premiers symptômes de la lèpre qui a ravagé le nord du pays.
Combien de temps faudra-t-il pour que ce petit village succombe au mirage de l'argent, en vendant son bois aux villes qui meurent de leur extension? Combien de temps avant que les pentes boisées se dénudent et deviennent stériles? Nous quittons Haïti avec une profonde affection pour son peuple, qui sait sauvegarder sa fierté et sa dignité, mais qui se doit de mieux protéger ses ressources naturelles. Il reste quelques merveilleuses créatures, telles des fragments d'un passé lointain et d'un avenir qui pourrait être. Les Haïtiens croient que les Flamands, comme toute chose, sont habités par des esprits. Mais même la vie de ces merveilleux oiseaux est entre les mains des Haïtiens, qui doivent maintenant réconcilier leurs croyances et la magie de la nature. Tout ça qui dit bien, j'aime là, j'aime là, j'aime là, j'aime là. Tout ça qui dit mal, j'aime là, j'aime là. On pas pressé, on pas pressé, on pas pressé, on pas pressé.